Alors voilà, deuxième partie. Deuxième partie, parce qu'on a fait on était là hier, quand Anne Perrière. Exactement. On a fait 3 heures à peu près d'enregistrement. J'exagère, Oui. mais presque. Les gens ont des choses à dire en Abitibi. Et là, on a une nouvelle batch de monde. Je pense qu'on peut, on peut dire ça comme ça. Henri, Jacob, comment ça va? Moi, ça va très bien, toi. On se retrouve. Oui, pour la deuxième fois. C'est la deuxième fois. La dernière fois, c'était en 2023, je pense. On était dans le bois. On était dans l'école Piché-Lemoine, à Voilà. l'école buissonnière. Voilà. Tu venais de publier ton essai sur le caribou. Exactement. Comment ça va, le caribou? Ben, en fait, j'ai appris de mes amis Anishinaabe qu'il y avait une nouvelle naissance. Ça fait qu'on serait théoriquement rendu à 10. C'est ça? Oh, on fait ça un shower? Non, mais c'est-tu fou exceptionnel? Ben, l'année passée, il y en a eu un, mais comme les gardiens l'ont pas vu naître, il est décédé. Ah ouais, hein? OK. Là, ils l'ont vu naître. Ben, je sais pas qu'est-ce qui est arrivé. c'est bien mystérieux. Ils sont tombés dessus. OK. Ben, Bon. moi, je peux pas aller là parce que je suis des personnels non grata pour l'atelier. C'est vrai? Et tu as parlé de tes amis Anishinaabe. Tu as amené quelqu'un? Je me présente Ronald Brazo, puis je marche sur 2 noms. L'autre nom, c'est Réal. Ça, c'est une autre histoire Qu'on racontera la prochaine fois. Ouais, c'est trop long. Puis je travaille au département de ressources naturelles de la communauté Anishinaabe du Lac-Simon en tant que des consultations, tant que provinciales, fédérales. Ça, on touche la foresterie, les mines, l'environnement, puis tout ce qui est tributaire de changement de loi ou de règlement, tant du Québec. Autrement dit, quand il y a un impact sur le territoire, assujetti ou autre chose, ben là, il y a un mécanisme de déclenchement qui se fait. C'est la consultation. Puis là, ton cellulaire, il sonne dans ce temps-là. Ouais, mais il y a des fois qui sonnent avant, juste par mégarde, là, tu sais, pour t'avertir. Là. Ouais. Parce que ça arrive souvent qu'on apprend aussi par les nouvelles qu'il y a un règlement ou un changement qui se fait, une direction provinciale ou fédérale, vice-versa. Là. C'est ça que ça arrive souvent, puis que, tu sais, nous autres, en tant qu'une Première Nation, on arrive de loin. Dans quel sens? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, tu sais, si tu regardes toute l'histoire, tu sais, tu n'en cacheras pas, là, tu sais, le pensionnat, tout ça, on était exclus, on était, c'est comme qu'on dit, un peu enclavés dans une réserve fédérale, puis c'est les autres qui gèrent. Puis même la loi d'aujourd'hui, je suis encore mineur, jusqu'à 99 ans. Ah ouais. Je deviens majeur à partir de là. Ah ouais. Fait que tous mes biens, puis tout ça, ben, c'est papa fédéral qui l'a. Merci d'être là, Ronald, vraiment, parce que, bon, avec Henri, c'est Henri qui m'a dit, je pense que ce serait important qu'il soit là. On va parler du projet de loi 97. Et la dernière fois, l'avant-dernière fois que je suis venu, Marie-Hélène, Massy et moi, Oui, salut, Fred. c'est à Val-d'Or. On s'était vu à Val d'Or. Puis ça, selon moi, c'était un des premiers épisodes Sur de route- la balado. Sur la route. Ouais. Ouais, tout à fait, c'est la saison 1. Ouais. Comment tu décris? Je suis autrice, compositrice, interprète. Ouais. Je fais les trois. Puis des Ouais. fois, toutes mélangées ensemble, ça fait des chansons. Ouais. Puis toi, t'es pas de Rouen, là. Non, moi, je suis d'Amos, OK. la ville sainte de l'Abitibi, Ah oui? n'est-ce pas? C'est- Ben, c'est- avec Amos, les fesses, Ah oui, c'est c'est- son toton d'acier. Ça, C'est faut ça, jamais l'oublier. c'est la cathédrale? La cathédrale, exactement. c'est ça. Est-ce que c'est des gens un peu... Amos, on est très, très snob. Très, très snob. C'est vraiment... Et c'est vrai, et ça reste. Ouais. Mais toi, ce qui te sauve, c'est que t'habites plus à Amos. Ce qui me sauve, c'est que j'ai vécu à la Motte pendant 13 ans, puis que maintenant, je vis à Rouen, puis que j'ai resté Bon. à l'extérieur. Fait que c'est correct. Je suis rendue norandienne. Ce qui me sauve, c'est que je respire de l'arsenic depuis 3 ans maintenant. Fait que je suis correct. Je suis parmi les miens. Et toi, tu m'as dit, ouais, ça serait cool si je suis là pour parler de la loi 97, parce que... On va parler un peu de ce qui se passe au Témiscamingue, parce que j'ai l'impression que c'est souvent... Pas évacué, mais on parle souvent de la BTB, puis on met toujours les deux régions ensemble, mais on peut dire que c'est deux régions différentes, quoi. Absolument. Puis si on prend c'est des régions, je veux dire, géographiques, la biodiversité est complètement différente dans ces deux milieux-là, premièrement. Puis ensuite, pour des raisons là, de développement économique, ces deux régions-là, la colonisation s'est pas faite de la même façon. C'est des communautés Anishinaabe qui sont au Témiscamingue, en Abitibi. Et on est en territoire non cédé partout. Ouais. Ça change pas. Ouais. Et puis, moi, j'ai passé du temps à Témiscamingue dans la dernière année pour réfléchir la liberté puis le monde du travail dans des villes mono-industrielles. C'est ça le projet que je viens de faire, Death Train. Ouais. Puis, Ce projet-là, il s'est décliné comment? il s'est décliné par une marche-concert là-bas, des résidences, puis un balado qui enchasse ces rencontres-là que j'ai faites. C'est des lettres sonores adressées à du monde que j'aurais aimé qu'il soit avec moi. Puis Témiscamingue, c'est une ville, c'est ça, portée par deux communautés Anishinaabe très vivantes, très fortes,
toute une communauté francophone, keb, anglophone, puis un métissage super intéressant, dans une ville dite monoparentale par son ancien maire parce que l'usine allait fermer. Ah ouais. Ça ne s'invente pas, ces affaires-là. Ouais. Et donc c'est ça, c'est une invitation à rentrer dans ce monde-là puis à parler de l'assignation des territoires. C'est pour ça que ça m'intéressait beaucoup de pouvoir entendre Henri puis M. Brazeau, que je suis contente de rencontrer, pour être capable de naviguer dans cet enjeu-là en ce moment qui est la refonte du régime forestier, alors qu'on le sait que ça fonctionne très mal depuis longtemps. Comme ça faisait quoi travailler pour moi? Ouais, peut-être. C'est de la liberté. Genre, je sais pas. C'est quoi la liberté pour toi? Ben, c'est de l'argent, c'est pas quelque chose comme, c'est pas dans mes valeurs, mais c'est quelque chose que t'as besoin dans la vie si tu veux ce que tu veux. Tu sais, si tu veux y aller faire comme du camping, mais il faut une tente, il faut ça, il faut ça, il faut ça. Il faut que tu travailles pour y aller faire ta fin de semaine camping. Dans le fond, je me dis, il faut que tu travailles pour ce que tu veux dans la vie. Comme, tu peux nécessairement avoir besoin d'une grosse job. En fait, on devrait recommencer juste parce que c'est notre 25e anniversaire à l'Action Boréale, puis on commence à interroger des gens sur ce qui s'est passé pour le monde dans les derniers 25 ans. Oui, il faut le dire, tu as cofondé l'Action Boréale. C'est en partie, oui, avec Richard. Okay. En fait, ce qui s'est passé après l'erreur boréale, il y a eu une grosse commotion et le gouvernement a réagi en mettant à notre demande et avec les pressions qu'on a faites, il y a eu une commission scientifique pour étudier le dossier de la forêt. Nous, on s'entendait à ce que ça soit assez mitigé. Mais le rapport Coulombe, qui est arrivé 2 ans après, en 2003, ce qui est arrivé, c'est qu'ils nous ont dit qu'il fallait absolument changer la façon de faire la forêt, qu'on surexploitait la forêt, ce qu'on disait depuis des années. C'est le Parti québécois qui est au pouvoir à l'époque? Oui, c'était le Parti québécois qui était là. Okay. Puis c'était M. Chevrette qui était Chevrette. Qui était ministre. Puis il y a eu Jacques Brassard aussi. Les deux, en tout cas. Jacques Brassard qui a bien viré. Hein? Oui, les deux ont assez bien viré. Rapidement, après la commission Coulombe, on a eu une bonne résolution. C'était de faire de la foresterie écosystémique. Ce qui voulait dire qu'on devait s'inspirer des phénomènes naturels pour faire de l'aménagement forestier, ce qui était à la base de la foresterie en s'inspirant. Je saute les étapes. Ça a amené une nouvelle loi qui est en 2012, qui est arrivée avec ce principe-là, avec une diminution de 20% de supposément de récolte forestière. Vous avez écouté? En partie, ils nous ont écoutés parce que malheureusement pour la population, c'est ce qu'on prétendait qui se passait, c'était ça que la commission Coulombe est arrivée aux mêmes conclusions. Il y a eu ce changement-là, mais ça a été beaucoup plus cosmétique. Le gouvernement a mis les mots, ils ont mis l'approche écosystémique, mais en fin de compte, ils ont été très, très difficiles, ils ont très, très peu changé. Ce qui puis naturellement, la situation, ça continue à se dégrader pour arriver rapidement après 25 ans, ce qui s'est passé en fin d'année dernière et au début de l'année. La mise en place d'un projet de loi, le projet de loi 97, qui se veut, d'après la ministre, une modernisation du régime forestier. Et pour nous, c'est carrément le contraire. C'est une privatisation de la richesse naturelle et de l'héritage de nos enfants, qui est la forêt boréale. En quel sens c'est une privatisation? En fait, il sépare le territoire en 3 zones, c'est ça? Exact. En fait, c'est un principe qu'utilisent, qui ont encore manipulé, parce que le principe ce qu'ils appellent le principe de triade, c'est ça. C'est qu'il y aurait 3 zones, mais il n'y a pas de question de parler que c'est 1%, 10, 15, 20 ou 30%. Mais la ministre, dans son projet de loi, a dit on va prendre 30%, plus de 30%, et la redonner carrément aux compagnies, où tu n'auras plus le droit de proposer d'air protégé, où tu n'auras plus le droit de faire toute autre activité qui pourrait nuire à la récolte forestière. Et la forêt au Québec, 80 quelques % appartient à tous les Québécois. Et ça voudrait dire qu'on perdrait un 30% de ce territoire-là pour le redonner juste aux compagnies. Ce qui est, à notre point de vue, scandaleux. Et c'est pour ça qu'on a vu dans tous à la commission parlementaire et dans les médias, tout le monde se prononcer contre, les communautés autochtones en premier, qui, grâce à eux, on a pu voir que
le gouvernement essayait de faire des ententes secrètes. Ils ont fait signer des Ah papiers ouais, hein? et aux compagnies et même à des groupes environnementaux de la ville pour dire que vous parlez pas de ce qui se passe, ouais. on va essayer de passer Est-ce ça qu'il y a des en groupes douce. environnementaux qui ont signé? Exactement. Ah ouais? Des groupes de ville. OK. On les a dénoncés publiquement, d'ailleurs. Ouais, il paraît, Henri, que c'est là-dessus, on peut compter sur toi pour nommer les choses. Ah. On me Ouais, chuchote ça à l'oreille. Ouais. Ben, c'est ça. J'ai déjà été servant à messe, mais je suis pas catholique pratiquant. Tu sais. T'es bon pour sonner les cloches, hein, À c'est peu ça? près ça. Tu sais. mais en fait de compte, c'est ça, c'est que grâce aux communautés autochtones qui ont amené sur la place publique ce processus-là qui se passait en catimini, Ouais. là, que le ministre voulait passer au printemps, voulait passer de la loi tout de suite au printemps. Là, on a eu connaissance et là, le monde se sont mis à se réveiller, s'apercevoir que ça n'avait pas de bon sens. Et là, on a sorti l'information. Oui, puis c'est grâce au blocus, en fait, autochtone en ce moment qu'on l'a pas eu sous Bayon, là. Cette loi-là, elle aurait pu passer maintenant, là. En grande, c'est ça, c'est qu'on a su publiquement. On ne sait pas s'il l'aurait passé sur le baillon, parce que ce qui nous étonne Connaissant aussi, la CAQ. Ouais. Non, je connaissais la CAQ, mais moi, ce qui nous a surtout surpris, nous autres, c'est la timidité des autres partis politiques. On n'entend pas trop parler, qui se prononcent pas fort. On était en commission parlementaire. À l'époque, c'est que le PLQ avait pas de chef. Mais Québec solidaire non plus, c'est pas clair. Mais avec tout le tumulte qu'il y avait dans les médias, justement, la campagne pour la chefferie, il aurait dû avoir un Blackburn ou un autre candidat qui aurait ramassé le dossier puis se faire du capital politique, ce qu'ils n'ont même pas fait. Ni le PQ, ni rien. Et ce qui nous amène à ce que la ministre a fini par dire après la commission parlementaire, parce que tous les intervenants, sauf les compagnies forestières et leurs représentants, ont tous unanimement dit que ça n'avait pas de maudit bon sens. Même les travailleurs forestiers qui n'avaient pas le même point de vue que nous ça, autres. c'est assez nouveau, donc ils se joignent à la contestation. Ben, exactement. Puis qu'ils disent que eux autres mêmes, dans leur rapport, dans leur mémoire, ils disent il nous reste 5 à 10 ans de foresterie si on continue comme ça. Là. Puis, et les petites municipalités, parce que le ministre prétendait qu'elle faisait son projet de loi, c'était pour plaire aux petites municipalités. Même les petites municipalités qui sont allées devant la commission parlementaire ont dit exactement la même chose. Si on va de l'avant avec ça, c'est la fin autant pour nous autres, de 7 à 5 à 10 ans. Fait qu'en fin de compte, ce projet-là, c'est vraiment l'enterrement de ce qu'on veut, en tout cas, c'est enterrer toute possibilité aux citoyens d'avoir un mot à dire, parce que même la seule place qu'on a un mot à dire dans les régions, c'est ce qu'appellent les comités de gestion intégrés des ressources, qui, elle veut les éliminer et nous donner plutôt ce qu'elle appelle un aménagiste qui va être sous les ordres du forestier en chef, qui va nous dire, lui ou elle, ça va être un ingénieur forestier, ça c'est sûr. Ah ouais, hein? Absolument. Il n'y a pas d'ingénieur forestière? Oui, il doit être ingénieur, un ou une ingénieure, c'est mieux. Ça se peut. Mais il y a des grosses chances que ce soit... Pour faire le job, ils vont prendre un homme parce que c'est... là, je me prononce peut-être un peu... Cette personne-là va avoir étudié en génie forestier. Oui, voilà. Elle va être allée dans le bois quelques fois, mais... Mais c'est surtout qu'il va être sous les ordres du forestier en chef et qu'il va nous dire où on va faire de l'investissement, donc où on va mettre le 30 %. Ce qui va faire en sorte, si on regarde une région comme l'Abitibi, qu'il va y avoir un 33 % à peu près qui va être réservé à la foresterie, un autre 33 % qui va servir à ce qu'on fait du multi-usage, dont l'industrie forestière va encore être maître de tout ce qui s'appelle forestier dessus. Du multi-usage, ça veut dire quoi? Attends, le multi-usage, c'est quoi? Ça veut dire que tu peux faire du camping, ça veut dire que tu peux faire de la CEPAC, villégiature, la chasse, pourvoirie, la pêche, pourvoirie, etc., qu'il va y avoir sur un 30 %. Et le dernier 30 %, ce qui va rester, les restants, où il n'y a pas de bon bois, où il n'y a pas de possibilités trop forestières, là, on va pouvoir proposer des aires protégées. Ah ouais, OK. Mais ici, en Abitibi, il y a 60 % du territoire qui est sous claim minier. Et ça, c'est exclu de facto. Donc, dans notre 30 %, on a probablement la moitié qui va déjà disparaître en partant. Puis on va enlever les terres agricoles, puis on va enlever les municipalités. Ce qui va nous rester, c'est probablement quelques marais, swamps. Et on veut en garder, mais pas juste de ça. Mais c'est là c'est ça que nous réserve le projet de loi 97, c'est nous dire maintenant, vous autres avez plus d'affaires dans le bois, là, vous êtes ici pour vider la forêt, puis après ça, bye-bye, c'est fini. Ronald Brazo? Henri, tantôt, il a dit, avec Coralie, c'est grâce au blocus, c'est les Premières Nations qui ont sonné l'alarme. Est-ce que vous avez l'impression d'être mieux entendu qu'il n'y a pas si longtemps, il y a 25 ans? Ben, moi, je te dirais oui puis non. Premièrement, c'est qu'on arrive de loin, si on regarde historiquement, la crise d'Oka,
Puis ici, en 2002, on a eu une crise, nous autres, les Algonquins, la crise du Twin, la fameuse crise là, qui a eu beaucoup d'aberrations, de coupes. C'était vraiment des grosses coupes. Là. C'est pas comme aujourd'hui, les petits genres de petits coupes mosaïques. Là. Ben, c'est ça, c'est qu'il y a eu une coalition avec les 3 communautés pour essayer de ça, c'était dans le temps avec Chevrette. Là. Puis là, anciennement, nous autres, on voulait être tenus à être consultés parce que c'était en 82, il y a eu la Constitution. Puis là, vu qu'ils ont commencé à comprendre le système, nous autres, les 3 communautés, on a fait un blocus, puis il y a eu beaucoup de... Ça a brassé pas mal. La police, puis les chefs. Les chefs, ils sont fait arrêter aussi. Puis c'était une première au Québec d'arrêter des chefs. C'est comme si on arrêterait le premier ministre, tu sais. Puis suite avec ça, là, aujourd'hui, oui... vous n'en entendez pas bien parler, nous autres, les Algonquiens, ça, on a appris de nos erreurs, tu sais, comme du passé. Là. Fait que là, on utilise à cette heure le principe de la loi juridique, puis d'essayer de forcer le côté juridique, puis de le tester. C'est avec la déclaration de l'ONU, comme le Québec ne reconnaît pas quand même nos droits. Pourtant, à travers toute la Terre, tout le monde sont reconnus. Puis ici, au Québec, on n'est pas reconnu d'une première barre, t'sais. Puis le gouvernement, puis il y a eu la commission Vérité et Réconciliation, puis ils ont mis beaucoup de critères pour ça, dont un des premières, c'est la reconnaissance, d'une Première Nation, qu'on est là, qu'on habite, puis que, c'est juste pour avoir, nous autres, en tant qu'une Première Nation, c'est un des des affaires qu'on veut avoir, c'est la reconnaissance d'une prime de bord. Parce que tant que tu n'as pas de reconnaissance, tu es comme, excuse-moi, c'est la carte, t'es rien. Ouais. Fait que le Canadien de Montréal, maintenant, il fait des reconnaissances territoriales, fait que ça va bien, là. Ouais, ben c'est... Moi, ça me semble suffisant. Ouais. On dit ce match est dans un territoire non cédé. Ouais, ben c'est ça. Ben ils l'ont reconnu par rapport que c'est les Autochtones qui ont fait la première chose. Ils ont inventé ça. Ben oui, on fait des jokes. C'est pour ça qu'ils reconnaissent. Oui, puis ça s'arrête là après ça, souvent. Ben c'est ça. Ben au moins, c'est ça. Ben, sauf que l'instance gouvernementale ne le reconnaît pas. C'est quoi le processus? Parce que là, je sais qu'il y a plein de communautés là, qui ont des processus différents. Là. Il y a le chef Atikamekw, il y a Dave Petitcoué qui est en train de faire des blocus. C'est quoi le processus qui est engagé en ce moment pour la communauté Anishinaabe? Ben là, présentement, c'est tout le côté voie juridique. Là, on envoie des lettres, tout ça, parce que c'est là qu'au bout de la ligne, ce qu'on a tout tenté jusqu'au bout, c'est d'arriver à une entente, une écoute, puis de se faire respecter nos recommandations. Parce que, tu sais, au Québec, ils ont eu des rencontres d'un gauche à droite, pour le réforme, dont les environnementalistes, vous n'étiez pas là, vous autres, hein? Ils n'ont pas invité l'Action Montréal? Henri, prends ton micro. Ouais, les écologistes. Pas l'environnementaliste, mais je suis un écologiste. Ouais. Attention, nuance. D'autant plus sur ça. C'est pas pareil, ça? Il y a plusieurs catégories. Il y a les animalistes, ceux qui veulent protéger les animaux, que tu ne peux pas y toucher. Tu as les environnementalistes qui s'occupent plus du côté juste, mettons, l'environnement en tant que tel. Ouais. Mais l'écologiste tient compte des humains, tient compte des revendications, etc. C'est le système. Et naturellement, pour le territoire, mais on reconnaît que les humains sont des fois pas positivement nécessairement. Oui, je comprends. Je savais pas qu'il y avait des tensions comme ça entre environnementalistes et écologistes. En fait, vous êtes un peu les dans le fond, les écologistes, c'est les environnementalistes d'Amos. C'est un peu les snobs. C'est ça que je comprends? Je vais te donner un peu. Je vais te donner un exemple. Les environnementalistes, pour moi, ils acceptent des grosses subventions du gouvernement. Ouais. Nous autres, on n'en accepte pas. Il y en a qui signent les mauvais documents en ce moment. Là. C'est ça. Là. Et les environnementalistes ont plus de chances de devenir ministres après. Hein, si je comprends. Il y a des bonnes chances, puis ils signent des ententes secrètes après. Genre WWF, environnementaliste, ils acceptent des subventions de Coke. Ah ouais. Là, je parle pas de WWF, je parlais plus au niveau du Québec. Moi, je voulais les critiquer, c'est juste moi. Monsieur Brazeau, tantôt, vous parliez des voies légales, puis là, les environnementalistes, écologistes et animalistes et toutes les istes n'étaient pas là, mais vous étiez là pour mettre pression en ce moment sur le gouvernement avec le bill qui est là. Puis comment la communauté... Parce que quand on pense au territoire, je me dis c'est aussi reconnaissance des usages du territoire qui sont pas là quand on bafoue autant d'espace de ces forêts-là. Comme on dit, la loi 97, c'est remettre ça à la poubelle. C'est ça qu'on voudrait. Ouais. D'une partie, c'est oui, on ne pourra pas le changer, tout ça. Mais sauf que c'est comme Henri qui mentionnait tout à l'heure, il y a eu la commission Coulombe,
qui est tributaire d'une nouvelle réglementation qui était supposée de se faire là-dessus. Là, il y a 20 ans qui vient de passer. On s'entend, hein? Puis il n'y a jamais eu de bilan en arrière de tout ça, puis de voir qu'est-ce qu'on a fait depuis de 2002 à aujourd'hui. Tu sais, quand il y a eu la commission Coulomb, tout ça, ça se tient-tu, là? Puis nous autres, en tant que Première Nation, tu sais, on sent que non. Tu sais, il n'y a pas eu vraiment d'un côté. Oui, on a parlé, tu sais, ils ont sorti, tu sais, regarde, on a sorti tous les grands, les AIPL, tu sais, les valeurs écosystémiques, tu sais, les forêts de proximité. Qui ont été mis de l'avant. Qui ont mis ça de côté, là, aujourd'hui. Tu sais, là, il défriche, puis on revient comme qu'on est. La manière que moi, qu'on le ressent, c'est ça, c'est comme si on retourne avant. Tu sais, on parlait, tu sais, tout bonnement, tu sais, en 2012, là, tu sais, le coupe à blanc. Ouais. Là, c'est rendu, avant ça, ils ont appelé ça un CPRS. Après ça, c'est rendu, c'est du CR. C'est quoi ça? C'est la même chose, mais on change c'est le terme? c'est le terme, il change seulement, puis qu'on revient. Tu sais, il y a des choses que c'est vraiment, tu sais, comme on dit souvent, tu sais, ils changent d'acronyme pour remélanger un peu, rebrasser à marbre. Mais les pratiques ne changent pas. C'est ça. Les pratiques à l'intérieur, ça ne change pas. Moi, j'ai vu des travailleurs forestiers, justement, là, un de leurs arguments, c'est ça n'existe plus, la coupe à blanc. On fait plus ça, de la coupe à blanc. Est-ce que tu peux nous confirmer que c'est pas vrai? Ou ça existe plus? Ben, c'est qui voudrait se promener dans les airs? Allez vous promener dans les airs, vous allez le voir. En fait, la définition d'une CPRS, une coupe avec protection de régénération des sols, c'est une coupe totale et tu dis aux machines de passer tout le temps dans le même sentier à intervalles réguliers et que tu laisses supposément laisser quelques petits arbres qui vont être là. Mais quand tu vas sur le terrain puis tu vois une coupe à blanc, c'est dans la définition, c'est une coupe totale. La seule différence, c'est que tu ne dis pas aux machines de passer tout le temps dans les mêmes sentiers. Et même cette catégorie-là, que tu fais passer tout le temps dans les mêmes sentiers, ça crée un autre problème, des fois, qui est plus grave, parce que ta machine qui pèse 25, 30 tonnes, elle fait des orniérages qui creusent le sol et que, naturellement, tout le drainage est défait. Fait que c'est même pas... On ne dit pas qu'il ne faut pas qu'il y en ait, mais il ne faudra pas que ça soit fait en général à grandeur. Et c'est ça, c'est 80% des coupes, et plus, c'est des coupes totales. Oui, parce que là, on veut rassurer les gens qui pensent... Il y a l'autre chose aussi. Vas-y, Ronald. T'sais, une fois qu'on a fait le CPRS, tout ça, là, qu'on a fait passer, bon, là, on retourne la machine, on va faire la remise en production. Fait que la scarifieuse, lui, il va passer ça n'importe où ce qu'il veut. Ça fait qu'il rebrasse. La scarifieuse, c'est ce qui va permettre aux planteurs d'arbres, après, de planter de suivre dans la des ligne. sillons, Elle de suivre une ligne. Elle fait une cicatrice. Ouais. Elle relève la terre, puis elle t'amène au Ça, sol c'est un nu. anglicisme. En fait, c'est comme... Hey, on parle de machine, hein? Ben, il faut. Ben oui, On veut comprendre, exact. nous, les Ben Montréalais. oui. C'est comme labourer un champ, c'est exactement ok, ça. bon. Tu laboures le territoire qui reste, puis après ça, tu dis, tu vois. Puis il y a une chose aussi dans le projet de loi que le monde n'a peut-être pas vu, c'est que quand on dit qu'on va mettre 33% du territoire pour l'industrie, en théorie, après ça, tu veux faire de l'intensification, il faudrait que tu fasses des plantations. Mais au Québec, malgré toutes les ententes, toutes les consultations qu'on a faites avec les scientifiques et les économistes nous disent que dans le meilleur cas, avec des budgets qu'on triplerait pour la forêt, on pourrait même pas se rendre à 5% du territoire. Autrement dit, ce que le gouvernement fait avec son 30%, c'est de cibler les 30% du territoire et essayer de le récolter au plus sacrant. Puis après ça, oublie ça, là. Puis d'ailleurs, on a rencontré un banquier qui, lui, C'est pas Mike Carney, j'espère? Non, mais lui, ce qu'il faisait, c'est que c'est lui qui analysait les demandes de prêts pour les machines forestières. Ouais. On l'a rencontré, ce spécialiste-là, il a fait ça toute sa vie, là, il est à la retraite, puis il nous dit qu'aujourd'hui, il n'y a pas une banque qui va prêter à un gars qui veut s'acheter une machine pour aller sur le terrain. Il va falloir parce que elle te coûte 1 point quelques millions, ta machine, puis il n'y a pas personne qui est capable de payer ça, parce qu'il n'y aura jamais assez de territoire pour être capable de payer. Fait que c'est même pas des bonnes redevances. Économiquement, ça se peut pas. D'ailleurs, les travailleurs forestiers, ils se font carrément, puis quand il n'y a pas de micro, ils vont te le dire. Eux autres, ils sont vraiment on parle du travailleur, celui qui est sur la machine, puis les contracteurs, parce que les machines appartiennent à des privés et ils n'appartiennent plus aux compagnies. Et tout le problème... Ils ont sous-traité ça, quoi? C'est tout des sous-traitances. Et d'ailleurs, on a rencontré la compagnie qui faisait la récolte dans le coin de Sainte-Terre, la compagnie Résolue, pas la nommer, faut pas le dire le nom. Puis, je vais la changer au montage. On lui a posé la question, il y a eu un grand feu qui a brûlé votre territoire. On a dit, vous autres, qu'est-ce que ça fait? Il dit, nous autres, ça nous touchera pas parce que nous autres, on paye le bois quand il rentre dans le cours.
Donc, le problème, c'est le travailleur forestier. Ça reste sur le terrain. Stéphane Lefebvre, le président syndical à Témiscamingue, à qui j'ai parlé avant de venir aujourd'hui, me faisait voir cette chose-là que j'avais complètement passée en dessous du radar, c'est que pendant la pandémie, au début de la pandémie, les usines forestières sont jugées comme services essentiels. Ils continuent à rouler. Ouais. Il arrive un moment où c'est plus ça, puis pendant ces années de pandémie-là, les gouvernements fédéraux provinciaux n'investissent absolument pas dans une refonte de l'industrie forestière, même dans les usines. Et là, on assiste aujourd'hui à, dans les dernières années, il y a des milliers de travailleurs qui sont mis à pied partout au Canada, mais des pays comme des pays d'Amérique du Sud vont réinvestir dans une manière de concevoir leur foresterie autrement dans les dernières années. Ici, c'est pas le cas. Ouais. Puis je me rappelle, il y a 25 ans, il me semble que c'est dans le film, dans l'Erreur boréale, où il y a cette réflexion-là sur mais qu'est-ce qu'on fait de notre forêt aussi en termes de produits, puis comment ces produits-là peuvent servir les gens, la population, parce que et là, ben, on continue. C'est juste un exemple de plus pour dire à quel point on est à côté de la plaque au niveau des ressources, de ce qui est la matière de ce territoire-là, qui comprend aussi les humains, évidemment, les mines puis la forêt. Oui, parce qu'hier, on avait Geneviève Belland qui est venue parler de tout son travail sur l'acceptabilité sociale des projets miniers. Puis, tu sais, elle disait, on n'est pas contre, on veut juste que ça se fasse intelligemment. Puis, je le répète parce qu'il y a des gens qui vont peut-être tomber sur des extraits de cet épisode-là, puis ils vont faire, bon, encore des gauchistes qui sont contre l'économie, puis c'est pas ça l'idée, là, c'est de faire ça. Mais il est un peu trop tard pour être pour, par exemple. C'est ça le problème. Tu sais. Il est tard pour être pour quelque chose qui continue à mal se faire. Ça fait 100 ans que ça se fait mal. Et la foresterie et les mines. Là, on est dans, on sort du bill actuel, mais on est dans ces enjeux-là de ça continue à se faire mal et pourquoi on le fait encore. On a une discussion tout à l'heure sur c'est quoi cet enjeu de la transition. Est-ce que ça existe vraiment? Tu sais, je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas quand on parle de colonialisme au Québec parce que ça vient du fédéral, puis nous, on n'est pas comme ça, puis... Mais c'est une vision coloniale de comment on... Impériale, coloniale, sur les pressions sur les populations, sur les personnes, avec aucune vision d'avenir, même de dire on a une ressource, on va continuer. Les gens seraient d'accord si c'était bien fait. C'est une vision de prédation qui est aussi... encore là, est difficile à sortir de... On est difficile à sortir de là comme institution publique parce que les communautés, ça fait longtemps qu'ils voient d'autres choses. Ouais. Le monde de Témis puis de Eagle Village, ils ont envie de reprendre leur usine. Ils l'ont déjà fait dans les années 70. Ça a marché pendant un bout. Les gens, ils sont ailleurs. Ouais. En fait, il faut qu'on sache au Québec, depuis l'Erreur boréale, toutes les années qui se sont écoulées, les vérificateurs généraux arrivent aux mêmes conclusions. Le Québec fait un trou à chaque année. Ça nous coûte plus qu'un demi-milliard par année pour faire juste continuer. C'est capoté, ça. C'est vrai que c'est même pas rentable, même pas pour notre gouvernement. Ouais. Notre gros problème, c'est que nos gouvernements travaillent sur 4 ans, puis la foresterie, mais ça devrait être planifié sur 250, 300, 400 ans. Fait que... Il n'y a pas juste les artistes qui sont trop subventionnés. L'industrie forestière aussi. Là. Aussi le monde de la pizzeria. Ronald de Brazo. Ça veut dire, c'est pour ça, d'abord, avec le zonage, là, qu'ils veulent mettre des conditions administratives. C'est dans le mémoire le ministre Blanchette qui a déposé ça, là, tu sais. Ça veut dire quoi? Ben, les conditions administratives, c'est des choses, comme, mettons, comme l'industrie, les autres, ils omettent de faire des réparations, ramasser tout le bois sur le chantier. Là, ils ont des amendes, tout ça. Puis, dont un des choses là-dessus que nous autres, qu'on trouve un peu aberrant, que, on le comprenait pas d'une manière, parce que c'est vraiment tellement écrit, que nous autres, les Anishinabés, moi, surtout moi, là, j'arrive pas à le comprendre souvent, c'est que tu peux pas... Ils disent tu peux plus bloquer l'accès aux industries, pour les industries qui arrivent sur le chantier. Là, après ça, c'est rendu que l'administratif peut imposer que si quelqu'un barre un chemin, comme, mettons, un écologiste, c'est ça, là? C'est ça. Juste pour être ça. Si on peut faire ça. Ouais, ben là, non, tu pourras plus le faire. Puis même chose pour nous autres en tant qu'une Première Nation, que c'est notre seul moyen d'outil de se faire valoir notre point de vue. Parce que c'est là c'est rendu quand on fait un blocage de chemin, qu'on a interdit de ça, c'est qu'il y a quelque chose, là, tu sais, hey, wow, là, on fait pas ça pour le fun, là. Non, on n'y va pas de même, là, tu sais, de dire, bon, on a eu beaucoup de campagnes de salissage par rapport, tu sais, à chaque fois qu'il y a un chemin qui se fait, bon, encore les Indiens qui bordent le sang, bon, encore ça, tu sais, on manifeste, oui, ben c'est ça le moyen de nous autres, d'outils pour de faire écouter, parce que de se faire comprendre,
qui qu'on est Ouais. en tant qu'une Première Nation, parce qu'on a un droit, nous aussi. Ben, sauf que ça arrive souvent que le fédéral dit il appelle au fédéral. Va donc gérer tes petits Indiens. Puis que ça arrive de l'autre bord après ça. Nous autres, on est comme à cheval entre les deux. On est sur une réserve fédérale, oui. Mais moindrement qu'on sort de la réserve fédérale, qu'on est sur un territoire public, mais c'est un territoire qui est non cédé. Que nous autres, on ne l'a jamais vendu ni cédé à aucun. Puis on a un droit sur le territoire. Il y a des lots. Il y a des traités qui datent de longtemps. Ouais, ici, on n'a pas de traité. Le seul au Québec qui a une affaire, c'est une convention. La convention de la baie James, qui a été signée en 1974. Ça, c'est dans le temps, avec les cris pour le barrage de l'hydroélectrique. Dans ça, le gouvernement, ils ont dit, toute la ligne des eaux, le partage des eaux, tout ce que l'eau découle du site de Rouen, tout ça, ça se ramasse à la baie James. Fait que le gouvernement, il a juste pris tout le territoire, il a fait, on va prendre le bassin versant de tout ça, puis là, on va signer avec les cris. S'il y a quelque chose qui arrive là-dedans, à l'intérieur d'une autre nation qui va venir lever la main, nous autres, on a refusé, nous autres. Puis c'est par rapport à d'autres points de vue, qu'est-ce qu'on voyait, nous autres, en tant qu'une Première Nation. Les Atikamekw aussi, les Inuits, eux aussi, ont été impactés sur la Convention. Sauf que l'histoire n'est jamais racontée comme on le voit d'aujourd'hui. Puis c'est ça qui est vraiment déplorable pour nous autres. On n'a pas signé la Convention, puis on n'a pas cédé notre territoire. Puis on a un droit là-dessus. C'est ça qui arrive. D'ailleurs, Coralie Laperrière, tu as beaucoup travaillé à préparer le dossier pour qu'on prépare cet épisode-là. Et les médias. Moi, il y a des passages vraiment... Oui, ça me tentait de vous en le partager parce qu'il y a eu des manifestations, notamment à la TUC, là, par rapport aux coupes des travailleurs, parce qu'il y a beaucoup d'usines, en fait, qui sont carrément fermées en ce moment, là, qui sont en pause à cause du blocus. Et la ministre de la CAQ, est-ce que c'est Maïté? Je vais aller chercher. La ministre de la CAQ à la TUC, elle est allée dire, à propos de Dave Petitcoué, le chef Atikamekw, elle est allée dire, à un moment donné, il va bien finir par se tasser de là, le Joe Blow. Capoté, pareil. Je trouve ça quand même assez fascinant. Puis elle a aussi dit, elle voulait rassurer les travailleurs forestiers en disant non, la CAQ est du bord des travailleurs forestiers. Un moment donné, il faut que le Québec comprenne que la forêt, c'est pas juste des oiseaux puis des cours d'eau. C'est ça. Je connais personne qui pense ça. Mais c'est assez fascinant de faire comme c'est pas juste des cours d'eau, c'est aussi de l'argent, tu sais. Et j'avais un petit fun fact, c'est plus un sad fact, là, parce que ça c'est que j'ai à vous raconter. En fait, on est en pleine guerre commerciale américaine, n'est-ce pas? Et un des gros problèmes qu'on a avec les produits de la forêt au Canada, je sais pas si vous savez ça, c'est entre autres pour torcher les Américains. Parce que les Américains, c'est 4% de la population, mais ils consomment 20% du papier de toilette mondial. Ben voyons. Ouais, donc beaucoup de pulpe, c'est du gros Charmin, là, 4-5 plis, là, tu sais, parce que, il faut torcher ça du Taco Bell, OK? Et, 23% de l'exportation canadienne de forêt, c'est pour le papier de toilette américain. Ah, ouais. Pour le papier de toilette. Je voulais juste vous le partager parce que moi, je trouve qu'il y a un symbolisme qui fait réfléchir là-dedans. Oui, vraiment. Et c'est 100 livres de papier de toilette par année pour une famille aux États-Unis. C'est beaucoup de papier de toilette. Ça pour dire que la majorité de ce qu'on exporte, au final, c'est pour se ramasser dans... les toilettes dans l'eau. C'est à usage unique complètement. Là. C'est pour ça que dans les annonces de Charmin, il y a tout le temps juste un arbre. C'est vrai? Il y a tout le temps un arbre puis un ours qui pour se ça. Dessus, c'est ça. Ah, so soft. Time out, sweet. With Charmin Ultra Soft, you can get that cushiony feeling you love, while still using less. Charmin Ultra Soft is designed with extra cushions that are soft and more absorbent, and you can use 4 times less versus the leading value brand. We all go. Why not enjoy the go with Charmin Ultra Soft? Il y a le projet C5 qui est passé sous Bayon. Faut quand même en parler parce que lui, on va élargir un peu la réflexion parce que il y a un risque aussi, parce que dans le projet C5, la loi, en fait, qui est passée, on peut contourner la loi sur les Indiens. Hein? C'est-à-dire qu'il pourrait décider que le projet est tellement important qu'on respecte pas les obligations de consultation, puis on va de l'avant. En fait, c'est ça qu'il y a dans le projet, c'est qu'on ne voit pas toutes les conséquences parce qu'il y a tellement et le ministère des Affaires qui s'occupe des Autochtones,
Et là-dedans, le ministère des Transports, le ministère responsable de la biodiversité, en tout cas, ça coupe un paquet de ministères et de lois. Et là, le gouvernement... tu parles de C5 ou en Le C5. Ouais, c'est ça. Le projet de loi C5, ce que le gouvernement fédéral se dit, maintenant, pour des raisons naturellement économiques, et supposément parce que Trump nous fait peur, là, on va pouvoir passer outre toutes les études d'impact ou les bureaux d'audience publique, etc., si le gouvernement le veut. Et on va même créer des terrains qui vont avoir la priorité de passer soit des pipelines, soit des lignes électriques. Ou des éoliennes, parce qu'on dit que c'est pas nécessairement du pétrole, ces gros projets-là. Ben, c'est ça. Mais la question, c'est que encore une fois, c'est qu'on va prendre des terres qui sont publiques, puis là, maintenant, on va dire pour des raisons de sécurité nationale, que maintenant, ces terres-là, le gouvernement va pouvoir en faire ce qu'il en veut. Autrement dit, on vote pour des gens qui sont censés nous représenter, puis un coup élu, ça n'a pas pris de temps, ça fait quelques mois. Et ils sont élus, puis là, ils disent maintenant, on n'est plus à votre service, on va être au service de l'exploitation des ressources naturelles et des énergies. Ce qui va peut-être nous sauver, mettons exemple pour la question des pipelines, parce que ça prendrait au moins 10 ans à faire un pipeline. Puis si tu veux une compagnie qui va penser 10 ans en avant, vas-tu construire un pipeline qui va partir de Edmonton puis qui va se rendre jusqu'en Nouvelle-Écosse? Il va y penser peut-être à 2 fois parce qu'il faut que ce soit parce que les autres sont là pour la paix. Oui, bien sûr, bien sûr. Juste une petite nouvelle donne au niveau des forêts. Maintenant, nos compagnies forestières au Québec puis au Canada, la plus grosse compagnie, elle s'appelle Paper Alliance. C'est une compagnie indonésienne qui possède ils ont acheté Résolu, ils ont acheté Domtar. Maintenant, ils ont décidé qu'ils vont appeler les opérations ici au Québec puis aux États-Unis, ils vont l'appeler Domtar pour montrer que c'est régional. Mais c'est une compagnie indonésienne. Notre gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada ont laissé faire ça, une prise de contrôle de la plupart tout ce qui est sur papier au Canada. Et là, ils sont maintenant en train d'acheter des compagnies qui font du 2x4. Fait que le gouvernement nationaliste de la CAQ a laissé faire ça. Oui, puis imagine-toi maintenant qu'on veut être indépendant, on va être indépendant de quoi quand on ne possède plus rien, tu sais, ça fait pas... Philippe Couillard, en arrivant au pouvoir, c'est quoi, c'est 2014 ou 16, si je me souviens bien, c'est le moment où Tembec, l'entreprise, où le fleuron de Témiscamingue va être mis en vente et devenir à des mains américaines complètement, parce que c'était déjà en bourse depuis longtemps. Puis Couillard va dire... Qu'est-ce qu'on peut faire quand 2 conseils d'administration s'entendent et sont d'accord? Et c'est un de ses premiers gestes politiques. Mais tu sais, ça me fait rire. T'es premier ministre. Bonjour, bienvenue. Tu sais, on s'attend à quelque chose. On veut quelque chose de vous, même si j'ai pas voté pour vous. Vous me représentez. Puis on est dans ces... Je trouve qu'on reste constamment sur place dans ces enjeux-là où le pouvoir que les politiciens que les politiciens se dotent est absolument abscon par rapport à par rapport à tout ce qu'ils pourraient faire. T'sais. Moi, je trouve que ça va au-delà de c'est. Tu sais, Henri, tu disais, c'est parce qu'ils pensent aux 4 ans. Moi, je pense que c'est plus profond que ça. On en parlait tantôt avec JP. Tu sais, c'est qui, JP? JP, c'est le gars qui est assis là-bas. Mais mettons qu'on est à la radio, puis les gens, ils voient pas JP. JP est assis au fond là-bas, puis on avait une discussion intéressante ce matin sur l'idée que l'aristocratie, là, à un moment donné, ça existait plus. Non, c'est ça. C'était fini. Ce qui existe encore, c'est des assignations, des lieux qui sont donnés pour être jetés ou jetables, puis il y a des vies qui sont jetées, jetables aussi. Je pense à Marco Armiero, super intéressant, un historien napolitain qui écrit sur l'idée du poubelle-ocène, donc des lieux puis des récits qui construisent un monde toxique, puis à Rouen, on est là-dessus à fond. Mais je pense que la forêt, des lieux d'extraction le sont, mais c'est pas vrai, non seulement c'est pas vrai qu'on est égaux, puis on le sait, mais quand tu nais quelque part, ça dit aussi le genre de vie que tu peux avoir. Puis c'est là où je fais le lien, tu parles de lutte de classe, mais je fais le lien avec cette idée-là de t'étais aristocrate, t'allais le rester, t'étais pauvre, t'allais le rester. Mais là, c'est de se dire, c'est capacité à vivre selon les ressources telles qu'elles sont là, puis avoir une vie où tu pourrais construire quelque chose qui te laisse en accord avec le monde, avec la ressource telle qu'elle est là. Ces choses-là sont vraiment de plus en plus, sont complètement
évacuer Tout à fait. de régions ressources. Moi, j'ai envie d'ajouter, vu qu'on est dans les liens, là, pour le fun fact. Encore là, c'est pas un fun fact, c'est Ouais. un sad fact. À Wet'suwet'en, quand il y a eu le combat à Wet'suwet'en contre le pipeline, la police qui a été déployée, il n'y a pas juste la police, il y a aussi des services de sécurité privés qui ont été développés. Et ça, ces services de sécurité privés-là, ils ont été formés où? En Israël. Donc, fait que tout est dans tout. Fait qu'en plus, les empires coloniaux se donnent des petits tricks de comment déplacer Et dans le fond. c'est des échanges de services. Exactement. Fait que tout est dans tout. Bon, là, le temps file. J'aimerais ça qu'on essaie, ça va paraître cucu, là, qu'on finisse sur une note d'espoir. Pour vrai, est-ce qu'on est condamné? Je le sais que non, parce qu'il y a des gens qui se battent, vous en êtes une preuve, mais reste que il va y avoir un changement de gouvernement visiblement. Je peux pas croire que la CAQ, c'est pas aucune chance qu'il y aurait... Bon. Ronald Brazeau, as-tu confiance? Ce que tu m'as dit quand tu m'as donné rendez-vous à Lac-Simon, t'avais un peu envoyé promener le ministre Charette? Ouais, c'est ça, c'était lors de la COP 15 qu'il y avait eu à Montréal. Ouais. Fait qu'il y a eu les représentants du ministre de l'Environnement, là, Guilbeault au fédéral, il y avait le maire de Montréal, puis tout le monde, puis le grand chef Mandy Mastigal qui était là, tout ça. Là. Fait que j'ai comme remercié un peu le monde parce que dans ce temps-là, c'était dans la même apogée qu'en 2018, nous autres, on avait reçu un financement du fédéral par rapport à caractériser un territoire qui a créé un aire protégé, qu'on était un peu avant-gardiste, qui on a mis un peu d'avance, puis là, la province, les autres, ils ont dit, wow, minute, là, on n'a même pas encore écrit, là, c'est une page blanche, là. Fait que ça, puis là, on sait que ça a fait comme un peu un arrêt, puis là, ils ont demandé, c'est bon, ben, puis qu'est-ce qui sortait de là? Nous autres, on a suivi la COP 15 à l'intérieur, puis là, on voyait que ça se tiraillait pour dire non, oui, puis non, on ne fait pas ça, non, on n'est pas prêt, tout ça. Ouais. Se tirailler, puis... Ouais, ben c'est ça, ce coup-là, ben j'étais arrivé en avant, puis j'ai comme dit que, regarde, oui, on veut protéger le territoire. Ben, c'est pas seulement essayer de protéger sur le côté de l'urbanisme, Montréal, Québec, tout ça, qu'on veut créer des aires protégées alentour, vu que c'est vraiment la haute ville. Ben, je faisais un exemple avec l'Abitibi. C'est tellement de lacs et de rivières, puis c'est un beau paysage, puis tout ça, puis on se fait... comment on dit ça, là? On se fait crosser pas à peu près de tout bord sur l'industrie minière puis forestière, puis là, aujourd'hui, ils ont l'audace de le faire à rire au monde, ben c'est ça. Puis le ministre Charette, ben lui, il était là, puis on attendait pour qu'il dépose, tu vas-tu le faire ou pas, tu sais? Fait que moi, j'ai rien qui répondu à lui, toi. Puis lui, il pensait que j'allais donner un éloge, puis j'ai juste regardé dans la face, puis j'ai dit, toi, je t'attends. Fait que c'est ça, là. Puis il a comme regardé avec son visage, là, quoi? T'sais. Son visage de plante verte qui manque un peu d'hydratation. Il ressemble un petit peu à Buzz Lightyear. Puis là, je comprends pas. C'est ça ce que j'arrive, le point de dessus. Je comprends pas de toutes les choses qu'on arrive sur ça. C'est, admettons, comme on parle de la stratégie du caribou. Henri, il y a une bonne connaissance là-dessus. Il était supposé sortir en 2016. Puis là, on est rendu en 2025. On s'en va 10 ans. Puis qu'aujourd'hui, avec le réforme foresterie, ben là, ils vont le sortir ça en 1 an. Puis ils vont donner ça au détriment. C'est ça qui est vraiment de l'incohérence. Puis, on essaie de protéger un territoire, puis la COP, le 30% d'air protégé, on ne sait pas comment il va sortir. C'est comme si on met ça en arrière, on va mettre prévisibilité d'avance, on va essayer de faire du zonage pour essayer de sécuriser l'économie. Ben, c'est ça qui est vraiment un peu déplorable que le monde... Puis nous autres, en tant qu'une Première Nation, on arrive de loin. Puis là, aujourd'hui, on est... on a une parole. La crainte que j'ai, c'est... on fait ça, on fait pas ça pour le rien. C'est un legs qu'on veut donner. La prochaine génération là, qui va arriver là, qui reste assis, on peut-tu garder quelque chose de propre? Pour les autres qui puissent avancer avec ça. Parce que quand on regarde ça, là, je suis pas sûr qu'on va arriver. Oui, il y a de l'espoir, mais c'est que nous autres, on a toujours pensé aux générations avant. C'est comme vous autres, là, vous économisez, vous faites ça, puis vous mettez de l'argent de côté pour éventuellement laisser c'est pas un legs, là, un testament que vous dites, regarde, cet argent-là, je te fais ça,
J'ai travaillé la sueur de mon front pour que tu puisses avoir quelque chose de bien, pour que tu puisses avancer côté d'éducation et vice-versa. Mais le territoire, pour nous autres, c'est ça. Je pense qu'on va finir là-dessus. Which? On peut pas mieux finir que ça. Merci, Ronald Brazo, Merci. vraiment. Henri Jacob, merci. Marie-Hélène Massiémon, merci. Coralie, nous, on va se retrouver sur la route. Voilà. Hey, merci, vraiment. Voilà ce qui conclut cette saison 7, ce 39e épisode. Merci d'avoir été avec moi, d'avoir été là tout au long de cette saison assez folle, je m'en rends compte, parce que dans ma tête, je suis déjà un peu en vacances, là, je décompte, et ça a été toute une saison. Alors, merci à tous ceux et celles. En fait, je vais commencer par cet épisode-ci. Merci donc à Marie-Noël Blais, à Rosalie Chartier-Lacombe, Camille Dallaire, à Geneviève Bélan, Paul-Antoine Martel, Gabriel Isaguerre-Falardeau, Philippe Marquis, Marie-Hélène Massiémon, Henri Jacob, Ronald Brazo. Merci à toutes ces personnes qui ont eu la générosité de venir s'asseoir derrière mes micros pour nous parler de ce qui les anime. C'était vraiment inspirant. Merci à la gang du Pixel Plan B qui nous ont accueillis. Merci à la Régis qui était à la captation. J'ai hâte de recevoir tout ça. Je vais peut-être en mettre des extraits, bien sûr, sur les réseaux sociaux. Merci à l'organisation du Festival d'humour émergent. Merci pour la portion podcast, parce que vraiment, j'ai eu carte blanche complètement. Et merci aussi pour nous avoir invités pour Le Vieil Homme et la Mer. Vous allez entendre parler de ce spectacle parce que ça s'est bien passé. Vraiment. Mais c'est encore un work in progress, mais je vois tellement le potentiel. Puis merci à la gang de Virage aussi. Vous n'avez rien entendu de Virage parce qu'il n'y avait pas de portion podcast, balado de prévu. Mais on a donné un spectacle là. Puis là, j'avoue qu'il y a des choses qui se sont libérées. J'ai libéré des chaînes sur le plan conceptuel et des textes. Et je me suis vraiment éclaté. Voilà. Alors, et j'ai entrevu tout le potentiel. Puis là, je remercie tous ceux qui ont participé à cette... Je ne vais pas les nommer, là, qui ont participé à la saison 7, parce qu'il y a eu beaucoup de monde. Merci à tous les chroniqueurs et chroniqueuses, les nouveaux, les régulières et les réguliers, qui sont la charpente de ce projet. C'est grâce à eux que ce projet-là existe et reste pertinent. On va les retrouver pour la plupart à la saison 8 cet automne. Merci à Communauto. Je dois absolument les remercier parce qu'ils me demandent à peu près rien. Ils me permettent de me promener. En fait, ils me demandent rien. C'est à peine si j'en parle. Je trouve toujours que j'en parle pas assez. Mais en même temps... on veut pas écœurer le monde. Mais merci parce que j'ai tellement fait de kilomètres cette saison grâce à eux. Puis ça fait une différence dans un projet comme le mien qui n'a aucune subvention, qui a quelques petits partenariats à gauche et à droite avec les revues, les magazines, oui. Mais sinon, qui a besoin de partenariats comme Communauto parce que sinon, ça plomberait le budget. Ou en fait, ça m'empêcherait simplement de me déplacer. Puis je pense qu'on serait perdant. En tout cas, moi je serais perdant comme producteur d'une balado qui veut justement sortir un peu de Montréal et aller à la rencontre de ce qui se fait de plus pertinent au Québec. Alors merci à Communauto d'être encore là. Ils sont là depuis le début, ils sont là depuis 2019. Et je les remercie vraiment énormément. N'oubliez pas de vous abonner à l'infolettre parce que, par exemple, je vais envoyer cette semaine, qui sera vraiment mon dernier geste de travail professionnel avant les vacances, la déclaration que Paul-Antoine Martel a abordée dans son segment sur l'itinérance, entre autres. On va pouvoir mettre des liens avec ce qu'on a entendu dans les épisodes et aussi dans les derniers. On s'abonne à On a fait nos recherches cet été, là, pendant les vacances. Si ça vous tente de ne pas être dans les épisodes légers de podcast, allez vous abonner à On a fait nos recherches. Je vais mettre un autre épisode en ligne. Là. Ça fait partie de mes dernières tâches de vacances sur l'innovation, entre autres. Mais c'est un projet qui est vraiment important pour l'existence de la balado de Fred Savard aussi. Alors, plus il y aura de gens qui vont s'y abonner, plus ça va avoir un attrait pour les chaires de recherche et ça va amener de l'eau au moulin et ça va faire en sorte que l'empire médiatique que je tente modestement de créer, de gauche, il va continuer à exister. Et n'hésitez pas aussi, dans vos vacances, de parler de la balado. Écœurez le monde qui aille s'abonner aussi, qui
qu'ils aient accès à un contenu différent, de gauche, mais intelligent aussi. Un n'empêche pas l'autre, bien sûr, mais j'ai pas l'impression que ce n'est qu'un podcast de gauche, mais peut-être que je me trompe. Peut-être que je suis brûlé. Peut-être que les vacances sont beaucoup plus... s'imposent plus que je pense. Voilà. Alors, on va terminer en musique avec un projet de Marie-Hélène Massy-Aymon qu'on a entendu donc dans cette deuxième partie. D'ailleurs, je vous invite à vous abonner à son podcast This Train. D'ailleurs, tantôt, j'ai mis un épisode, un extrait de l'épisode 1, Lettre à Dali Giroux. Ça aussi, je vais mettre les références dans les follettes. Allez vous abonner à ce projet. Et Marie-Hélène Massy-Aymon fait de la musique aussi solo, c'est-à-dire que à son nom à elle. Mais là, je vais vous présenter un projet collectif que j'ai découvert pendant le montage de cet épisode. C'est un projet qu'elle a fait en 2023 avec Émilie Marie Séguin, qui est une interprète émergente, créatrice de musique, oui, mais de théâtre, qui est aussi artiste visuel, qui est bispirituel queer, d'origine française et Anishinaabe, de Ottawa, Mattawa, North Bay. Et ils ont ensemble publié en 2023 sur Ambiance Magnétique l'album Xajin Malenki. C'est sûr que je le prononce pas bien. Je te promets une forêt. Et j'avais envie, justement, pour faire un rebond sur cette réflexion sur la loi 97, de vous offrir cette chanson qui, je trouve, conclut très, très bien cet épisode 39 et la saison 7. C'est la pièce Mishkiki. Voilà, on termine comme ça, tout simplement. Merci, vraiment, vraiment, vraiment. Je suis vraiment brûlé, il faut que j'arrête, là. Voilà. Bon été. Oh